Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Catherine et on va vous faire une vidéo parce qu'on a l'élan de vous parler de la famille recomposée. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parce que on voit de plus en plus ça dans la société actuelle. Des divorces, des séparations et des recompositions familiales, c'est en train de vraiment changer la donne. Et on ose vous dire que c'est un sacré challenge et un sacré casse-tête. Alors on va peut-être se présenter d'abord. Catherine, je te laisse te présenter. Oui, merci Florent. Donc moi je suis Catherine Dilela et je suis thérapeute accompagnante donc dans le bien-être. Moi je suis Florent, donc je suis ostéopathe holistique et cofondateur de Eclosiance, donc qui est une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des personnes, déploiement professionnel, changement de vie, problèmes de couple, problèmes avec les enfants. Enfin, on traite toute problématique pour que les gens puissent s'affranchir de certains blocages, de certains problèmes. Peut-être qu'on peut préciser pour l'audience que en fait tous les deux, notre compétence, c'est finalement de pouvoir détecter dans le système inconscient des gens ce qui dissonne, enfin ce qui ne va pas, on peut tous avoir l'impression que consciemment on sait pourquoi on a tel problème, qu'on met en place des choses pour le changer et que pourtant souvent ça ne marche pas comme on veut, voire même ça bloque totalement. Donc nous on est spécialisés dans justement pouvoir offrir aux gens un déclic parce qu'on va identifier dans l'inconscient, dans le système cognitif profond, certaines croyances. On peut parler de croyances, de schémas redondants de petite enfance ou même transgénérationnels. Donc finalement de conditionnement. Donc nous, on va pouvoir repérer ça. Ok ? On va lancer le thème, donc la famille recomposée. Le fameux casse-tête actuel, on peut que souhaiter bonne chance aux gens qui recomposent une famille parce que c'est vraiment pas facile. On disait tout à l'heure avec Catherine, finalement, la famille recomposée, c'est comme si ça rassemblait tout un tas de problèmes qu'on peut retrouver dans un couple traditionnel ou avec nos enfants dans une famille qui n'est pas séparée. Donc ça va rassembler énormément de problématiques. En plus, une famille, une belle famille, une ex-belle famille, une ex-conjointe, un ex-conjoint, enfin c'est... L'enjeu est de taille. Donc je pense qu'on peut peut-être commencer par le moment où, imaginons, on s'est séparés et puis on rencontre quelqu'un. Et là, il va déjà y avoir les premiers enjeux. Catherine, je te laisse un petit peu nous expliquer ça. Oui, effectivement, donc la séparation arrive, je pense qu'on touche un peu le fond. Oui, on peut toucher un peu le fond. Il y a des personnes qui peuvent croire que même ils initient la rupture, sont complètement ok avec ça, qu'ils vivent bien, et puis c'est pas vraiment le cas. On peut avoir des exemples sur des gens qui sont d'accord de se séparer et pour autant ça se passe pas bien non plus. Et celui qui a pas du tout initié quoi que ce soit, qui a rien demandé, ça se passe pas bien. Donc en fait, il n'y a pas de vraiment conditions idéales au niveau de cette rupture. Et quand arrive la reconstruction... Alors peut-être, je me permets Catherine, c'est pour les gens, vu que là je trouve que tu as introduit un thème qui est super, on peut déjà parler de la séparation en elle-même, où là on va avoir pas mal d'embûches sur la route, puisqu'en fait... si c'était simple, dès qu'il y a un problème, tout le monde le ferait, ferait des choix facilement. Et on va trouver comme problème sur notre route potentiellement la peur de la nouveauté. Donc il y a plein de gens, ça va pas dans leur couple, mais ils n'osent pas se séparer parce que finalement les gens vont souvent rester dans ce qu'ils connaissent, même si c'est pourri quelque part, au moins ils le connaissent. Et vraiment, je pense toi aussi, on voit beaucoup ça avec les gens qu'on accompagne, qui n'arrivent pas à faire le deuil, à aller trancher, à acter une séparation. Donc déjà, il y a ce premier problème. Et puis ensuite, on va beaucoup rencontrer l'impression qu'on s'est séparé, qu'on a acté une séparation sans voir... J'oserais parler des hameçons qui restent, quoi. Il va y avoir certains attachements, certains
pareil conditionnements qui sont là et qu'on ne voit pas forcément et qui peuvent venir un peu comme des ancres de bateau, des hameçons qui nous retiennent pour aller de l'avant. Donc il y a déjà ces premières embûches. Je t'en prie, tu voulais parler après de la reconstruction. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait en parler de ce thème de la séparation parce que c'est vraiment quelque chose, mais comme le thème d'aujourd'hui, c'est pas vraiment difficile, donc on va passer dessus. Donc, une fois qu'on passe toutes ces embûches de la séparation, arrive cette fameuse reconstruction où enfin on trouve la personne. Alors, quand on croit trouver la personne idéale, et là, c'est vraiment la personne idéale et ça peut être tout feu, tout et flamme, c'est c'est top. Voilà, c'est pas du tout comme mon ex. Voilà, c'est ça, c'est vraiment enfin lui, enfin elle. Ah bah non, mais elle est complètement. D'ailleurs, c'est une extraterrestre ou un extraterrestre. Vraiment, non, mais c'est pas possible. Ce n'est pas un être humain. Et ça, vraiment. Ok. Donc ça, c'est chouette. C'est vraiment le moment de la période. Et j'ose même dire que ce moment. On aurait envie de croire qu'il s'arrête jamais. Oui. Et je pense réellement qu'il peut ne jamais s'arrêter. Ouais, alors là, on peut peut-être faire un focus intéressant, si tu me permets. Ce moment que tu es en train de décrire, moi j'appelle ça un peu la lune de miel. Ouais. C'est-à-dire que on n'a pas encore vu les défauts de l'autre. En gros, si on simplifie. Et où on ne veut pas les voir, on ne peut pas les voir. Et là, il va y avoir un nouvel écueil, c'est qu'il y a plein de gens qui, inconsciemment, recherchent la lune de miel permanente. Et ça va donner des gens qui ont un engagement qui est assez limité dans le temps. En gros, je reste avec un mec ou une nana 6 mois, 1 an, 2, 3 ans au mieux. Et en fait, il y a des peurs qui vont s'enclencher, mais sans que la personne n'en ait conscience, et qui peuvent amener à des auto-sabotages, où on va saboter le couple, où d'un seul coup on va voir les premiers défauts, on va fuir en se disant non mais en fait c'est pas lui, pas elle. Et bref, peut-être ce que je voulais essayer de mettre en relief, c'est l'idée que l'engagement, il a plein d'étapes en fait. Ça veut dire plein de choses, engagement, et qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à franchir la première étape, c'est-à-dire ils restent dans une espèce de lune de miel idéalisée, et dès qu'il y a les premiers défauts qui pointent le bout de leur nez, dès qu'il y a les premiers échos de l'ancien, on va en parler après, quelque part fuit ou s'arrange pour saboter la relation, etc. Donc ça, il y a déjà un premier écueil. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ce qu'on décrit là. Donc pour continuer, l'histoire de la reconstruction, cette fameuse lune de miel, soit effectivement on veut continuer à la vivre, mais je reste quand même moi convaincue, mais ça c'est moi, que on peut tomber dans la croyance qu'en fait le couple ne dure pas. Mais si, le couple peut durer, en fait. Il va se transformer, mais il peut durer. Malgré tout, la lune de miel va se transformer. Exactement. Ça ne veut pas dire quelque chose de moins bien, mais à mon sens, ce que j'ai vu quand même sur des milliers d'êtres, il me semble, c'est qu'il va falloir passer un certain cap de transformation. On va quand même se confronter, même si l'autre est super, à quelques défauts, à quelques challenges. Donc, il va falloir à un moment donné transcender cette idéalisation en quelque chose qui peut apparaître au départ un peu plus routinier, mais qui a aussi plein de bons côtés. Enfin, la routine a quelque chose de rassurant, de posé, de stable. Donc, en fait, la transformation de cette lune de miel, c'est déjà un premier challenge. Là, je crois que en fait, là où on doit être vigilant, en fait, où chacun d'entre nous doit être un peu plus vigilant, c'est justement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient taper ici en fait, et systématiquement, c'est les peurs en fait. Oui, de pouvoir voir qu'il y a des peurs. Et donc les peurs, elles vont nous faire soit, comme tu disais, saboter la relation, soit partir en courant. Soit dire que l'autre est franchement nul. Et en fait, c'est pas réellement ce qui se passe. Oui, c'est vraiment trouver. Nos peurs
vont transformer un peu ce qu'on vit, c'est ça que tu veux dire? C'est Ouais. ça, c'est ça. Et donc, une fois que on arrive à... Parce que pour pouvoir transcender, comme tu dis, il va bien falloir identifier qu'est-ce qui fait Ouais, il faut qu'on se sent... conscientiser, quoi. Voilà, conscientiser que, ben voilà, non, en fait, non, je suis en train de partir dans mon délire. Et les peurs, donc c'est la suite de notre thème, c'est vraiment... Ah mais non, mais en fait, bon, alors attends, non, en fait, lui, il ressemble en fait au dernier, donc en fait, non, en fait, ça va pas être possible, et donc là, on a tout un tas d'exemples suivant les individus, mais... Ouais, je comprends. Peut-être ce qu'on peut préciser pour que les gens comprennent, dans notre vision de la chose, finalement, notre inconscient est une somme de croyances, de mémoires, donc de mémoire de petite enfance, de mémoire transgénérationnelle, de mémoire collective, inconscient collective. On ne va pas aller encore plus profond, mais déjà ça permet de balayer quelques thématiques. Et en fait, notre inconscient, c'est une sorte d'ordinateur rempli de programmes, de mémoire, et qui influence notre vie en permanence sans qu'on s'en rende compte. Hein. Le monde de la psy dira peu ou prou la même chose, peut-être en l'édulcorant un peu, mais en gros, si on simplifie, notre vie est le reflet de notre inconscient. Et effectivement, je pense que tu soulèves un thème intéressant, c'est que souvent, on trouve un nouveau conjoint ou une conjointe, et au début, c'est tout feu, tout flamme, on a l'impression, comme tu disais, que c'est le bon, c'est idéal, et puis rapidement, au bout de quelques temps, fin de la lune de miel, voire pire, on va même voir quelques échos, comme si ça pas forcément recommençait, mais ça ressemble. Mais en fait, il a aussi ce problème où c'est en train de repartir, on s'engueule comme c'était dans mon ancien couple. Enfin, il y a des échos qui reviennent parce que certaines croyances n'ont pas été suffisamment purgées, j'oserais dire, transformées, et vont se reprojeter dans la nouvelle relation. Moi, je dis souvent aux gens, quelque part, à un moment donné, il faut comprendre que ça servira à rien de changer de mec ou de nana 50 fois, parce qu'on retombera tout le temps sur la même chose. Au départ, on va s'illusionner que c'est différent, mais tant qu'on n'a pas transformé le système de croyances et certains conditionnements, on va vivre de façon redondante certains schémas. Donc l'idée est à un moment quand même d'aller justement conscientiser. Donc nous, c'est un peu notre spécialité, d'accompagner les gens à voir leurs angles morts, à ce qu'ils n'ont pas encore tout à fait conscientisé, d'appuyer sur regardez, comme par hasard, ça recommence, vous voyez pas que votre croyance se joue de vous, et de la conscientiser va permettre de se jouer enfin de ça. Ok, ouais. Donc effectivement, on commence à voir l'autre sur... avec ses défauts. Avec ses défauts, avec des défauts qu'on n'avait plus envie de revoir en plus. Des défauts qui étaient spécifiques à la relation d'avant. De se dire, non mais c'est assez bon, je retombe plus dessus, j'en veux plus. Et pendant cette période de lune de miel, comme tu l'appelles, tu te dis, non, tu ne le vois pas ça tu l'as pas vu. Non, donc ça n'existe pas. Et quand ça ressort, il y a aussi là ce moment où tu te dis, oh là là, je me suis fait avoir comme un bleu, quoi. Ça recommence. C'est pas possible. Et on pourrait tenter justement de fuir une énième fois la rencontre de soi-même, d'oser regarder, en fait, d'inverser le regard, de dire qu'est-ce que malgré moi, l'idée n'est surtout pas de vous culpabiliser puisque c'est inconscient, mais d'inverser le regard, de se dire qu'est-ce que je génère malgré moi et qui se projette, qui fait que j'avais un ex qui des fois me mentait et là je me rends compte que mon nouveau que j'avais idéalisé, il y a quelques trucs pas clairs et ça n'empêche pas de poser ses limites, ses besoins, d'oser dialoguer de ça, mais se dire mince, qu'est-ce que je génère là-dedans malgré moi, et ce qu'on propose dans cette première approche de le couple qui se reforme, c'est déjà d'oser aller regarder peut-être les schémas qui viennent de nous-mêmes et qui vont faire qu'on peut à nouveau souffrir. Et ça, c'est un travail qui est difficile. C'est un travail qui peut paraître violent aussi, par moments. Ça demande, peut-être on peut citer, ça demande honnêteté envers soi-même, d'oser se dire, mince, j'y suis peut-être
pour 50%, ça peut pas être que l'autre. C'est ça. Ça, je dirais 80% des gens sont là-dedans, c'est-à-dire d'imaginer que c'est la faute du président, c'est la faute de mon conjoint, c'est mes gosses, puis c'est ma collègue de bureau. Bien sûr qu'on comprend ça, mais c'est un peu la première étape. La deuxième étape, qui est très difficile, c'est justement d'oser se dire qu'est-ce que je génère malgré moi à hauteur de 50%, et on insiste malgré soi, c'est pas conscient. Et moi, je l'appellerais responsabilité. Ouais, aussi reprendre responsabilité de ses choix, de sa vie, et de ce qu'on génère malgré nous, de ne pas se culpabiliser 1000 ans, mais d'oser se dire, allez, maintenant, je le guéris, je me prends ma foi. Voilà. On est responsable de rien à part de notre guérison, c'est tout, finalement. On n'est pas responsable des programmes qu'on porte, puisqu'ils viennent de l'enfance, de notre généalogie, et c'est pas non plus de la faute de notre généalogie, donc on est responsable que de soi, c'est ça que tu veux dire? C'est ce que je veux dire. La responsabilité, la prendre intégralement à sa charge, sans culpabilité. Et c'est peut-être tout ça qui est difficile. Parce que quand on parle de responsabilité, quand je parle de responsabilité avec les gens que j'accompagne, les premiers, ça fait peur, hein. Voilà, les premiers réflexes, c'est attends, mais vous me dites quoi? C'est de ta faute. C'est de ma faute. Et donc en fait, il y a vraiment une notion à comprendre que la responsabilité, c'est pas de la culpabilité, et c'est pas la peine de nouveau se reflageller encore un petit peu plus, et c'est justement là où c'est difficile en fait, où les gens vont reprendre à leur charge, dire de toute façon je suis qu'un nul, de toute façon je l'ai mérité, de toute façon ça se rejoue, et puis oui, d'aller les aider à comprendre, c'est pas de leur faute, non. mais malgré tout, maintenant c'est leur responsabilité de le guérir, faire autre chose, c'est tout, et d'en faire quelque chose. Surtout pas de se sentir responsable des autres, un piège terrible, hein. De vouloir justement changer l'autre, je veux le changer, il devrait comprendre que, vous savez, toutes ces phrases qui sont un piège infernal. Je pense là on a déjà introduit quelque chose d'important, on va partir sur les ex. Parce que dans la recomposition, eh bien, il y a le spectre des ex. Comme on le disait au départ, on peut, malgré soi, inconsciemment, ne pas avoir fait tout à fait le deuil d'une histoire, surtout si on a eu des enfants avec cette personne, qui finalement, l'autre, l'ex, restera tout le temps dans la vie. Quand il y a eu des enfants, on ne peut pas le balayer, le gommer, sauf si lui choisit de plus du tout interagir, mais c'est rarement comme ça. Donc l'ex va faire partie de l'histoire, et ça, c'est un sacré challenge. Enfin, je sais pas toi, mais je vois vraiment des gens en méga souffrance, parce que il y a déjà la difficulté d'un couple. Tous les gens qui ont été en couple, c'est déjà pas simple un couple. Combien de fois on est tenté de se dire j'arrête tout, je vais être tout seul dans ma vie, j'en peux plus. Donc déjà le couple c'est dur. Et en plus quand il y a toute une histoire d'ex, waouh, dur. Donc effectivement, je pense que ça va demander d'avoir fait quand même un gros travail sur soi pour pouvoir se positionner et ne pas être happé par l'histoire de notre conjoint ou de notre conjointe, et donc de pouvoir avoir le recul de pas se faire manger par l'ancienne histoire, et tout en trouvant la force de pouvoir positionner aussi certains besoins, certaines limites face à l'ex, de pouvoir s'affirmer, prendre place dans le nouveau couple, et ne pas se laisser écraser par une ancienne histoire, surtout, comme on le disait, s'il y a des enfants, et que quand on se remet avec quelqu'un, on n'a pas forcément d'enfants ensemble tout de suite, voire même des fois on n'en a jamais. Donc ça peut avoir un poids très lourd, l'ancienne histoire, qui fait qu'on ne trouve jamais sa place, et que ça peut faire quelque part capoter l'histoire d'amour. Je te laisse si tu veux préciser, je t'en prie aussi. Eh bien oui, enfin tu as déjà bien développé le sujet, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vient chercher encore des peurs. Donc les peurs que l'on a parce qu'on n'est pas assez sécure. Peut-être, moi je sais pas ce que tu en penses, mais ça serait intéressant que tu parles des femmes. Parce que c'est peut-être encore plus dur pour je les crois femmes, que qui va voilà, avoir tendance à s'effacer. C'est ça. Ou alors au contraire exploser. Ça c'est quelque chose que je vois, et que je peux même parler à titre personnel. Donc une ex dans un couple, donc une femme ex dans un couple, et qui a été de surcroît peut-être très
présente dans l'ancien couple. Ouais, une hyper-maman, un peu, Voilà, tu veux dire, une qui hyper-maman qui gérait contrôlait finalement les tout. enfants, qui est quasiment Exactement, la maman de son mari, c'est ça. Et et ce qui genre, peut être... parce que je pense que c'est surtout ce genre d'individu, parce que la personne qui reste quand même assez effacée, l'ex qui reste assez effacé, les Ça problèmes, posera moins de ça problème. sera moins problématique. Donc on va parler plutôt de l'ex qui est très présente, qui est très hyper maman. Je trouve que Oui, parfois c'est ça un bon peut mot. partir de quelque Chose chose de, de noble, c'est ça, d'apparence, qui est très protectrice, c'est ça. sans voir, parce qu'elle n'a peut-être pas fait le travail, qu'elle en a de l'emprise finalement. C'est ça. Et donc, du coup, jusqu'à dégueuler, déborder sur le nouveau couple, en fait. Et à un moment donné, voilà, la femme ici, qu'est-ce qu'elle fait de ça, quoi? Qu'est-ce qu'elle fait de ça? Est-ce qu'elle va dire, oh, stop, en fait, moi, je veux rien, et à ce moment-là, se risquer d'être, mais attends, c'est la mère de mes enfants, elle a son mot à dire, euh, ou alors, rien dire, et puis du coup, encaisser et mourir, et la relation s'éteindra de la même façon, je pense. Et donc c'est tout un positionnement qui est difficile à avoir. Comment rester sur sa priorité, ses besoins, tout en laissant la place à cette maman d'exister quand même. Parce que, voilà, et puis aux yeux des enfants, alors on peut avoir les cas des enfants où ça se passe très bien dans la nouvelle recomposition de la famille, donc il n'y a pas de problème, on va dire, tout de suite conscient, donc c'est ok, tout le monde s'entend à peu près bien et on arrive à faire. Mais si les enfants sont très 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 bien entourés de la maman et que la maman, pour X raisons, elle n'a pas réussi, comme tu disais, à faire son travail sur elle, et que très vite, dans la maison, ça devient n'importe quoi. Oui, et puis la posture peut-être de belle-mère, ça va être une place impossible à trouver, puisque il y a l'ex-femme, la maman, qui prend toute la place. Donc, moi, ce que j'entends dans ce que tu décris, c'est que ce qu'on disait au départ, c'est un numéro d'équilibriste incroyable. Et que si là, il n'y a pas eu un travail de conscience, c'est même plus que casse-gueule. Enfin, je vois même pas comment on peut s'en sortir. Parce que on va forcément être happé par quelque chose, et ça peut nous démolir, ou à un moment donné, on va prendre nos clics et nos claques et dire j'en peux plus. Donc c'est vraiment difficile, et ouais, il faut à la fois trouver sa posture de femme pour pouvoir affirmer ses besoins dans ce nouveau couple, tout en laissant les enfants avoir leur histoire avec leur maman, mais quand même, il me semble important de préciser que une belle-mère ou un beau-père, dans leur maison, vont faire office de père ou de mère, mais ça ne veut pas dire qu'ils le sont. Donc là, il y a encore un écueil, c'est à un moment donné de quasi investir le rôle de se croire papa ou maman. Je pense que tu l'as déjà rencontré, c'est-à-dire que la nouvelle conjointe ou le nouveau conjoint peut avoir lui-même quelques blessures, et à partir de ces blessures, vouloir racheter quelque chose et se dire je vais essayer d'être un bon beau-père, mais en devenant quasi lui aussi débordant. Donc c'est une posture dure à trouver de beau-père ou belle-mère, pouvoir affirmer des règles, un fonctionnement dans la famille recomposée, en faisant office de père ou de mère sans l'être. C'est ça qui est vachement difficile, parce que comprenez que c'est pas possible. S'il y a des enfants et des beaux-enfants, on peut pas faire un système de règles pour une moitié et règles complètement différentes pour l'autre, parce que là c'est pareil, au début on peut se dire ça marche bien, puis ça va partir complètement en live, les enfants vont avoir des jalousies, c'est une bombe qui va péter à la gueule. Donc trouver sa posture de beau-père ou de belle-mère implique en amont qu'il faut avoir trouvé une juste posture de père et de mère, et en amont avoir trouvé sa posture d'homme ou de femme. Donc si déjà on ne sait pas qui on est, on n'a pas résolu ses véritables besoins, qu'on ne sait pas mettre ses limites, non, stop, j'ai pas envie, je suis pas d'accord, ça me va pas, zut, crotte merde, je veux, j'ai besoin, je désire, je mérite, je vaux, comment voulez-vous qu'on puisse être papa-maman, puisqu'on va se perdre dans ce rôle-là? En gros, on va donner du sens à notre vie en essayant d'être un bon papa et une bonne maman, en s'oubliant, et en plus,
avec un délire pareil, comment on peut imaginer trouver sa place de beau-père ou de belle-mère? Donc, vous voyez tout le travail qu'il y a à faire, quoi. Donc, c'était vraiment intéressant ce que tu pointais. Ouais. Si je peux me permettre, je rajouterais que derrière, euh, dans ce que tu viens de dire, je rajouterais que toujours les mêmes, les peurs qui vont venir de toute façon. Moi, je suis que la belle-mère, parce que toi, tu expliques bien. Si on a réglé, enfin, si on a bien cheminé sur notre histoire personnelle, on peut se positionner en tant que parent, puis en tant que beau-parent, en tant qu'homme et femme, en tant que parent et en tant que beau-parent. Mais il va falloir cheminer, quoi, parce que on est, enfin, la plupart d'entre nous, et une très 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 grosse majorité, on est dans un déni, donc complètement involontaire, hein, et dans cette peur du jugement. Moi, c'est vraiment ça qui me traverse et qui vient dire. Et de toute façon, même si tu disais ça, de toute façon, t'es pas le parent, puisque t'es le beau-parent. Alors du coup, l'autre, elle va te dire quelque chose, et puis les enfants, ils vont te dire quelque chose, au risque même que ton mari, enfin ton nouveau conjoint, il te dise quelque chose. On rencontre le parent, papa ou maman, ne supporte pas l'intervention de sa conjointe parce que c'est pas la mère, donc ça va compliquer avec les enfants. Il y a une histoire de légitimité, quelque part, tu veux dire, là, c'est de place. Les enfants, vu qu'ils sentent qu'il y a une brèche, le papa reprend sa conjointe en disant oui mais non, on va pas faire comme ça. Les enfants vont pas légitimer la belle-mère, vu qu'elle se sent pas légitime, elle va commencer à avoir une posture erronée. Donc on était en train de dire que c'est vraiment pas simple de laisser la place au conjoint ou à la conjointe. Quelque part, nos enfants, c'est un peu comme si c'était notre possession inconsciemment, et on a du mal à voir l'autre qui va les engueuler, par exemple, ou vouloir les punir. Enfin, on va tenter d'intervenir. Donc ça permet d'introduire une notion, alors qui est un petit peu plus technique. Dans le niveau inconscient, en fait, on a un système instinctif qui fonctionne un peu comme un animal, hein, je dirais. Et pour le moment, je ne sais pas si ce sera encore comme ça dans 100 ans, dans 1000 ans, mais pour le moment, hein, ce que j'ai pu, moi, percevoir dans les niveaux inconscients collectifs, on ne reconnaît que notre génétique. Notre instinctif est câblé sur notre génétique. Malgré nous, on ne s'en rend pas compte, hein, c'est totalement inconscient. Et du coup, les enfants de l'autre, ça va être compliqué parce que ce n'est pas notre génétique et vice-versa. Donc déjà, ça va alourdir toutes les problématiques, c'est que c'est pas simple de laisser la place à l'autre, mais en plus, vu qu'on reconnaît que notre génétique, c'est difficile de se positionner. Et avec Catherine, on voulait introduire la logique de clan. Ouais. Le clan, oui, du coup, ça en vient là-dessus. Le clan, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment scinder cette... alors, on veut refaire une famille, mais en fait, la recomposer, et en fait, on va s'apercevoir que dans le temps, en fait, on va encore plus scinder. On va vraiment avoir la famille Tartampion à droite, et puis la famille Dupont à gauche, et ça va... Cette histoire cette notion de génétique, elle va vraiment, vraiment ancrer encore plus cette possession de... cette scissure un peu. Hein, il y a vraiment, on retrouve dans les patients qu'on peut accompagner, souvent, il y a des souffrances dans les familles recomposées de logique de clan, l'impression que les enfants commencent au début, ça peut bien se passer, puis d'un seul coup, les enfants s'affrontent un peu, il va y avoir la dame qui dit « ouais, les enfants de mon conjoint, je peux plus me les cadrer », ou vice-versa, le conjoint qui va dire « ouais, mais les enfants de ma femme », et puis il va y avoir une espèce de logique de clan sur l'éducation, où on ne va pas reconnaître l'éducation de l'autre et vice-versa. Enfin, ça peut vraiment donner beaucoup de souffrance, puisque on a le doux rêve de recomposer une famille où petit bleu, petit jaune, ça deviendrait petit vert, quoi, ça y est, tout va bien. Et en fait, on se rend compte que dans la plupart des familles recomposées, ça devient bien bleu comme il faut, contre bien jaune comme il faut. Et avec contre, versus, plus ou moins déployé. Il y a des fois c'est un peu doux, d'autres fois c'est carrément hard, jusqu'à faire imploser la famille recomposée. Hein. Et où se joue une grosse dualité,
c'est qu'on va rajouter l'ex dedans. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, la première famille, les parents ont été plus ou moins d'accord sur l'éducation de leurs enfants, mais c'était leurs enfants, donc c'était leur clan. Et en fait, leur clan explose, et il va falloir refaire un nouveau clan. Mais c'est là où il y a plein d'échos vraiment... qui viennent parasiter. Voilà. Et donc, du coup, non, moi, mes parents, ils m'ont dit que c'était 8 heures au coucher, et ce sera pas... Enfin, c'est 8h30 au coucher, et ce sera pas 8 heures. Oui, mais moi, avec mon premier clan, c'était 8 heures. Oui, mais alors toi, t'aurais dû... Et en fait, c'est vraiment l'art... Vraiment de trouver cet équilibre. Alors comment on va faire? Parce qu'effectivement, dans ta première expérience de parent, c'était comme ça. Vous étiez à peu près d'accord avec ton ex-femme ou ton ex-mari. Et puis, et là, alors on fait quoi? Peut-être tout ce que tu dis là, on peut ajouter que justement les solutions, il va falloir un petit peu avoir, comment on pourrait dire, érodé notre ego, parce qu'il y aura des gros problèmes d'ego, donc si on n'a pas fait un peu de travail là-dessus, ça va être difficile. Il va falloir avoir trouvé une juste position par rapport à ses propres enfants, trouver une posture de père et de mère, enfin on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ne pas non plus avoir idéalisé ses gosses et les voir tels qu'ils sont. Donc il y a un sacré challenge, hein, et ça nous amènera d'ailleurs sur ton prochain... Sur la compétition, la compétition. Donc, tu commençais à en parler avec les ex, où au départ, ça peut être une pression incommensurable dans la famille recomposée, parce que il peut y avoir, donc imaginons, on forme un couple recomposé, il y a les enfants, les beaux-enfants, et puis il peut y avoir l'ex, donc papa ou maman, qui va un peu... je sais pas comment dire, mais se mettre une pression d'être au top, parce que la peur de plus être aimé par ses enfants, la peur du nouveau conjoint de son ex ou conjointe de son ex, et si on n'a pas fait un travail de légitimité, de se sentir vraiment dans son estime tranquille, on va avoir des peurs qui peuvent nous amener dans un système de compétition. Moi, je vois parfois des familles où la maman ou le papa, et c'est la surenchère, et on a fait 2 restos dans le week-end, et on a fait un parc d'attractions, et forcément, celui qui est beau-père ou belle-mère, ou le papa ou la maman du nouveau couple, s'il n'en fait pas autant, il va se sentir une vraie merde, il va dire putain, ça met une pression horrible. Donc les enfants en plus flairent le challenge, j'ai plus de cadeaux là, ils se mettent à jouer tout ça, enfin vous voyez l'ampleur que ça peut prendre. Et puis la compétition, on va le retrouver dans le clan, quoi. Tu disais, ouais, mais nous, chez les Tartampions, chez les Dupont, on est plus comme ça. Ouais, mais toi, tes gosses, regarde, ils sont pas polis. Enfin, ils sont moins polis que les miens. Et puis toi, t'as vu, ta môme, ça devient un affrontement. Et vraiment, il y a quand même beaucoup de souffrance, hein. On retrouve dans les familles recomposées, c'est pas simple. Après, je sais pas si tu veux ajouter peut-être dans ce qu'on vient de nommer. Ouais. Alors... Ce qu'on vient de nommer, non, je pense que c'est bien. J'avais envie, je ne sais pas si on va conclure, mais je pense qu'on va conclure. Pas laisser une empreinte une empreinte dure de la famille recomposée. Oui. C'est-à-dire, je voudrais dire que je pense que c'est justement challengeant, et c'est justement super de pouvoir prendre conscience de ça. Oui, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure de connaissance de soi. Voilà, exactement, de rencontre sur soi. Et donc du coup, c'est soit, comme pour tous les sujets de notre vie en fait. Mais c'est vrai que sur le thème de la famille recomposée, on va retrouver beaucoup de sujets. Et donc c'est très large, et donc ça nous met vraiment au travail sur nous. Et donc si on prend ça vraiment comme quelque chose qui vient de nous faire évoluer et nous faire grandir, pourquoi? Pour être heureux en fait. Oui, et puis peut-être on peut ajouter moi ce que j'aime, c'est vraiment scanner l'inconscient collectif. Ça a du sens parce que la vie ne va que dans un sens, un peu comme un fleuve qui s'écoule. Et de toute façon, les humains sont amenés à évoluer et à lâcher certaines croyances obsolètes, certaines postures qui n'ont plus lieu d'être, judéo-chrétiennes, et j'en passais des meilleurs. Et que de toute façon, vous voyez bien
de plus en plus dans les grandes villes, on est quasi à un divorce sur 2 mariages, quoi. Et que la famille recomposée, on trouve, ça devient commun. Et ça a du sens au niveau profond inconscient parce que ça nous aide à lâcher nos emprises, à lâcher des conditionnements qu'on reproduit dans notre généalogie d'ancêtres à descendants. Là, au moins, on se confronte à d'autres façons de faire. Donc ça nous amène de la souplesse, en fait. Ça nous oblige à nous assouplir, certes dans la difficulté, mais je pense que la famille recomposée, c'est vraiment une magnifique aventure. Tu as raison de préciser, tu nous ramènes du féminin, de voir que, le tableau n'est pas oui, noir, j'ai dressé ça au départ en disant bonne chance, mais en même temps, c'est une super aventure et qu'il ne faut pas en avoir peur, mais on serait peut-être menteur de dire que ça va être cool, ça va vraiment chahuter beaucoup, quoi. Et ça chahutera beaucoup si on a envie d'être chahuté et qu'on a envie si on fait pas le boulot, ouais, t'as raison. Boulot, Donc maintenant on trouve des accompagnants. Donc Catherine, je te laisse dire où les gens peuvent te trouver, les ressources. Quoi. Voilà, donc moi je vous reçois sur la commune de Bressolles et si vous voulez avoir toutes mes coordonnées, je vous laisse mon site internet, donc c'est le cabinet-estrella.fr. Ok, juste Bressolles. C'est une commune dans l'Ain. Dans l'Ain, ok. Donc c'est pas très loin de Lyon, les gens peuvent, non, de Lyon on est à 20 venir. minutes de Lyon. Ouais, ok, super. Très accessible par l'autoroute. Donc là, il y a beaucoup de sujets à aller travailler et moi qui connais très bien Catherine, elle a vraiment une approche, je trouve, formidable avec les femmes parce qu'elle amène des clés de repositionnement pour les femmes. Notamment, Catherine, elle est super douée pour accompagner les femmes qui ont besoin de reprendre un peu leur légitimité, qui peuvent remettre de la fermeté dans leurs limites, etc. Donc ça, je ne peux que le conseiller. Moi de mon côté, donc cabinet d'ostéopathe holistique à Jonage, 69 330, donc pareil, c'est pas très loin de Lyon, j'ai beaucoup de gens des départements de l'Ain, du 38, du centre de Lyon, Lyon 6, Lyon 3, etc. Évidemment toute la France. Et puis sinon, vous pouvez me retrouver sur www.eclosiance, ECLOSIANCE, donc .com. Et là, Eclosiance, vous verrez, on est 3 accompagnants, donc c'est un côté très avant-gardiste, puisque souvent les gens vont voir un thérapeute ou un coach. Et là on est 3, donc 3 angles, donc ça bouscule énormément, je ne vais pas vous cacher, mais ça permet d'aller vite, ça permet de transcender plein de choses. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site Eclosiance. On a à la fois des séances flash quand les gens veulent un déclic sur un point particulier de leur vie et un accompagnement quand on a vraiment envie de transformer, je sais pas, qu'on est en train de changer de boulot, de vouloir devenir entrepreneur, ou par exemple qu'on est dans un challenge de recomposition familiale. Voilà, on espère que ça vous a intéressé. Catherine, merci d'avoir participé à ça, c'était super chouette. Et on a essayé d'apporter plein de clés, évidemment. C'est non exhaustif, on balaye quelques thèmes, mais je suis sûr que ça vous aura parlé. Merci Florent. De rien, avec plaisir. Salut tout le monde. Salut.